Otaku. Derrière ce mot presque passé aujourd'hui dans le langage courant, on a tendance à regrouper pêle-mêle toute une galerie de personnages que beaucoup en Occident qualifieraient encore au XXIe siècle de bizarres, voire carrément excentriques, quand ce n'est pas tout simplement marginaux ou autres qualificatifs peu reluisants. Passionnés d'animation japonaise, de J-pop, addicts aux jeux vidéo, cosplayers, nombreux sont celles et ceux qui peuvent entrer dans cette catégorie. Et pour la plupart, ils se revendiquent désormais comme tels. Car le terme otaku a réussi cet exploit de changer plusieurs fois de registre en seulement quelques années. D'abord positif, puis franchement péjoratif, pour regagner petit à petit un côté plus positif, allant jusqu'à être porté avec fierté par beaucoup. À tort ou à raison, c'est ce que nous allons tenter de savoir dans cette vidéo. Minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Soyons francs, si vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, c'est sans doute qu'au minimum quelqu'un vous a un jour qualifié d'otaku. Et plus certainement que vous vous considérez vous-même comme tel. Si c'est le cas, je peux présumer sans trop me tromper que vous aimez les mangas, les jeux vidéo, bref, la culture geek made in Japan. Si vous suiviez déjà cette chaîne, alors c'est que vous êtes attiré par le pays du soleil levant, sa culture, son histoire, sa beauté profonde. Mais cela fait-il de vous un otaku pour autant ? C'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous pouvez très bien à la fois être abonné à cette chaîne, et si vous ne l'êtes pas encore, je crois que c'est le moment de réparer cette erreur. Et être un grand consommateur de manga, ce n'est pas du tout incompatible. Tout dépend de la définition que l'on donne à ce terme, qui est aujourd'hui devenu un peu fourre-tout, il faut bien l'avouer. On va donc tâcher d'y remettre bon ordre. Alors par contre, je suis désolé Jean-Kévin, si tu t'attendais à ce qu'on parle manga ou jeux vidéo pendant 20 minutes, j'ai bien peur que tu ne te sois trompé de vidéo. Mais on en parlera davantage une autre fois, c'est promis. Bref, et puisqu'on va parler idées reçues, comme le dirait l'homme à la cravate verte, reprenons depuis le début. On a souvent dit que le mot otaku, au sens où on l'entend actuellement, avait été utilisé pour la première fois en 1983 par l'écrivain japonais Akio Nakamori, afin de désigner les jeunes passionnés de manga, animés et jeux vidéo. Pourtant, ce mot existe depuis bien longtemps dans la langue nippone, puisqu'à la base, il s'agit tout simplement du pronom personnel de la deuxième personne, dans sa formulation la plus polie. On y retrouve le préfixe « o », particule honorifique par excellence, mais que l'on utilise également pour montrer l'appartenance à un foyer. Par exemple, les baguettes dont on se sert pour manger chez soi sont appelées ohashi, puisque hashi désigne les baguettes en général, et c'est valable pour de nombreux ustensiles du quotidien d'ailleurs. Le mot otaku est donc composé de ce préfixe et du kanji taku, que l'on peut notamment traduire par maison. Otaku est ainsi un terme utilisé pour marquer l'appartenance au cercle familial. Après la Seconde Guerre mondiale, durant les années 60, son sens évolue pour désigner tout membre d'un groupe qui vit sous le même toit. On y retrouve donc déjà une certaine forme de communautarisme. Lorsque Akio Nakamori reprend le mot otaku dans son article de 1983, paru dans la revue Manga Buriko, transcription phonétique du mot anglais brick, pas du mot français bourricot. Tais-toi Jean-Kévin. Dans cet article, disais-je, il crée un néologisme puisqu'il parle en fait d'otaku zoku, ce qui renvoie à l'idée d'un groupe communautaire avec le kanji zoku en guise de suffixe. Ce kanji renvoie à l'idée de clan, voire de gang. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu dans le mot bosozoku, qui désigne les gangs de motards japonais. Cette terminologie renvoie donc encore davantage à une forme de communautarisme. Si cet article marque la première apparition du terme otaku dans une acceptation communautaire liée à la culture geek, il n'en est pas particulièrement péjoratif pour autant, même si au détour d'une phrase, Nakamori dépeint les otaku comme, je cite, « des personnes inaptes à une communication humaine normale et ayant tendance à se refermer sur elles-mêmes ». Cette phrase sera malheureusement reprise dans des circonstances bien plus sinistres quelques années plus tard par un autre journaliste,
lors de l'affaire Tsutomu Miyazaki. Et là, passez-moi l'expression, c'est le drame. Tsutomu Miyazaki était un criminel reconnu coupable d'avoir violé et assassiné 4 jeunes filles entre 1988 et 1989. Seulement voilà, lors de la perquisition à son domicile, on retrouve chez lui plus de 6000 cassettes vidéo érotiques. Un nombre impressionnant de mangas hentai. Jean-Kévin, si tu dis un mot, tu te ramasses une baffe. Et arrête de baver. Bref, il n'en fallait pas plus pour qu'un journaliste fasse l'amalgame classique de tout bon journaliste qui se respecte, un monstrueux raccourci associant ainsi en première page de son canard le mot otaku avec un assassin / violeur / collectionneur. Ah, je vous ai pas dit qu'en plus des cassettes vidéo, il collectionnait aussi les os de ses victimes? Enfin, je vous laisse imaginer l'association d'idées qui s'en est suivie dans la population japonaise. De surcroît, le mot otaku se retrouve en première page seul, dépourvu du suffixe zoku, ce qui est d'autant plus grave car il renforce du coup l'isolement de l'individu. Soudain, le groupe disparaît au profit d'un individu isolé, représentant d'une minorité. L'otaku devient dès lors un marginal, incapable de s'adapter aux règles de la société. Il devient un murahachibu, au même titre que tous les autres otaku. Alors, murahachibu est un terme un peu difficile à traduire car il est propre à la société japonaise. Littéralement, ça désigne une personne mise au banc de son village. Aujourd'hui, on parlerait sans doute plutôt d'ostracisme, voire de stigmatisation. En gros, c'est le paria, celui que personne ne va aider. D'ailleurs, quand on décompose le terme, on trouve mura, qui signifie village, mais également hachibu, que l'on pourrait traduire par 80%. Ce qui veut dire que dans 80% des cas, les villageois ne l'aideront pas. Et si vous vous demandez à quoi correspondent les 20% restants, eh ben ce sont des situations extrêmes, du style incendie ou catastrophe naturelle. Dans tous les cas, il vaut mieux ne pas se retrouver murahachibu, c'est certain. Et voilà comment, grâce à un criminel notoire et un journaliste sans scrupules, les otakus sont passés de passionnés inoffensifs à de dangereux individus qu'il vaut mieux éviter. Pourtant, avant même l'affaire Miyazaki ou l'invention du mot otakuzoku par Nakamori, il existait déjà une forme de stigmatisation des individus ayant tendance à se renfermer sur eux-mêmes pour se consacrer à des activités dites non expansives, qu'il s'agisse de modélisme ou simplement de lecture. Ces personnes étaient désignées sous le terme nekura, par rapport à celui de neaka. Neaka et nekura partagent la même racine, dans tous les sens du terme, puisque le kanji ne peut justement se traduire ainsi. Toutefois, ici, il fait davantage référence à la nature humaine. Aka et kura, ayant au départ le sens de clair et obscur, on peut donc traduire neaka et nekura par bonne et mauvaise humeur. Si à l'origine nekura n'était pas un terme réellement péjoratif, il a fini par dériver pour désigner des individus chez qui le côté sombre transparaissait davantage. Alors n'allez surtout pas croire que c'est une simple histoire de côté obscur à la Star Wars, hein. Non, dans la société japonaise, la distinction neaka-nekura se retrouvait surtout chez les jeunes, qui étaient ainsi catalogués selon qu'ils étaient de nature enjouée et pratiquant des activités extrascolaires, ou de nature réservée, préférant pratiquer des activités comme celles dont j'ai parlé il y a un instant, la lecture, tout ça. C'est une stigmatisation qui remonte à la fin des années 70, donc bien avant l'article de Nakamori, et d'une certaine manière, le terme nekura est un peu l'ancêtre du mot otaku. Et aujourd'hui encore, il conserve une connotation très négative dans la société japonaise. Alors pour conclure cette longue première partie, je citerai Toshio Okada, fondateur de la société de production Gainax, que les amateurs d'anime connaissent sûrement, et qui se considère lui-même comme le roi des otaku. Donc, ouvrez les guillemets, je cite, « La société a toujours stigmatisé les jeunes, plutôt renfermés sur eux-mêmes, qui se passionnent pour des domaines incompréhensibles aux adultes. » C'était le premier otaku bashing. Au Japon, le mot otaku a donc pris une connotation relativement négative, suite à tout ce que je viens d'évoquer durant les années 80. Depuis, le terme s'est généralisé et s'est surtout étendu à de nombreux domaines. Il a fini par désigner les passionnés obsessionnels, ceux pour qui rien d'autre ne compte dans la vie que leur passion. Avec l'avènement d'Internet à la fin des années 90, l'aspect solitaire et isolé de l'otaku a pris tout son sens, puisqu'ils ont alors commencé à vivre de plus en plus leur hobby en restant chez eux, derrière leur écran d'ordinateur.
Du moins pour ceux dont la passion le permet, étant donné qu'il existe, pour ainsi dire, des otaku pour n'importe quelle passion, des otaku de cinéma, de sport, et sans oublier les densha otaku, les passionnés de train, particulièrement nombreux au Japon. Là-dessus, je dois dire que je les comprends un peu. Il est d'ailleurs fort probable que j'aborde le sujet train un jour ou l'autre. Mais alors, pourquoi le terme est-il cantonné chez nous à tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers des mangas, des animés et de la culture geek en général? Et puis déjà, comment le mot est-il arrivé jusqu'à nous pour devenir aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui? Pour le savoir, il faut remonter en 1994. Si vous êtes né dans les années 90 ou après, vous n'avez pas connu cette période où la culture manga a véritablement déferlé sur l'Hexagone comme un gigantesque tsunami balayant tout sur son passage. Certes, les premiers animés japonais ont débarqué sur nos écrans bien avant, à la fin des années 70. Mais les mangas papier et tous les produits dérivés qui y sont liés sont arrivés bien plus tard, au milieu des années 90, avec la popularité grandissante du Club Dorothée et des animés qui y étaient diffusés, Dragon Ball Z en tête. Avant même d'être traduits en français, les premiers mangas apparus chez nous étaient des produits importés directement du Japon par certaines boutiques spécialisées, dont le fonds de commerce principal tournait pour la plupart autour des jeux vidéo. Il devenait donc possible, en faisant un minimum d'efforts pour s'intéresser à la langue nippone, de savoir à l'avance ce qui allait se passer dans la suite de Dragon Ball Z par exemple. Et pour avoir connu cette époque en tant que lycéen, croyez-moi, se pointer au bahut avec le dernier manga de Dragon Ball en japonais dans le sac, c'était l'attroupement assuré. Le revers de la médaille, c'était bien sûr les virulentes critiques qui pleuvaient de toutes parts depuis déjà plusieurs années sur les animés et leur prétendue violence, entraînant dans leur sillage la censure que l'on connaît et un nombre important de clichés sur la société japonaise. Je ne m'étends pas trop là-dessus, car là aussi, faites-moi confiance, on aura l'occasion d'en reparler un jour. C'est cette période où la génération Albator, devenue ado voire adulte, commence à s'élever de plus en plus contre la bien-pensance des médias mainstream et des élites, que choisit le réalisateur français Jean-Jacques Benex pour lancer ce qu'il convient d'appeler un pavé dans la mare, en sortant un documentaire de plus de 2 heures, diffusé sur France 2 et Canal+, en 1994, et intitulé tout simplement Otaku. Et voilà, le mot est lâché et fait pour la première fois son apparition sur le vieux continent. Comme vous pouvez vous en douter, vu le contexte et surtout vu la manière dont le documentaire dépeint les otaku, multipliant les raccourcis et les stéréotypes, ça ne fait qu'apporter de l'eau au moulin des détracteurs de la culture manga, qui voient soudain tout cela comme un danger encore plus grand pour la jeune génération. Alors si j'oublie pas, je vous mettrai le lien vers le documentaire en description de la vidéo, parce qu'il est dispo sur YouTube. On y voit notamment Akio Nakamori, interviewé un peu comme la référence sur le sujet, mais surtout, les personnes présentées comme otaku dans le documentaire le sont sans aucun filtre ni aucune explication quant à la culture nippone. Le réalisateur ne donne aucun background qui permettrait d'expliquer, comme j'essaye de le faire ici, en quoi consiste exactement le phénomène. Au contraire, et j'ose à peine imaginer comment en 1994 la France et l'Occident en général ont dû percevoir les otaku avec une image à ce point catastrophique, les faisant passer pour des pervers ou des dépravés et dans tous les cas des individus néfastes. Alors le seul point positif de ce documentaire, j'insiste sur les guillemets, c'est qu'il contient une interview, qui du coup est plutôt rare, de Shigeru Miyamoto. Je pense que les fans apprécieront, même si ça fait clairement bizarre de le voir réaliser un dessin avec une dédicace pour envoyer spécial. La France et l'Europe en général connaissent donc désormais le mot otaku et le côté très négatif qui lui est associé, renforcé par le contexte de défiance du grand public et des autorités, à qui il ne faudra plus désormais que 3 ans pour faire disparaître pour de bon, du moins le croyait-il sans doute, les animés japonais des écrans français. Mais c'était sans compter sur la détermination de toute une génération qui, en sous-main, a déjà trouvé d'autres sources d'approvisionnement pour assouvir cette passion nouvelle pour tout ce qui vient du pays du soleil levant. Mieux encore, le documentaire de Benex agit sur certains comme un électrochoc et, loin de les écœurer comme il écœure de nombreux Français, déclenche une sorte d'effet Streisand avant l'heure, puisque petit à petit, des passionnés d'animé, de manga et de jeux vidéo commencent à se revendiquer comme des otaku, arborant fièrement ce qualificatif comme un étendard. C'est une habitude bien connue,
Plus on dénigre ce qui caractérise la jeunesse, plus elle aura tendance à se rebeller. En un sens, le mot otaku est tombé à point nommé pour cristalliser autour de lui toute une communauté de passionnés qui a soudain trouvé en lui une identité nouvelle. Et ce, bien avant l'apparition du web et des réseaux sociaux. Comme quoi, ça fonctionnait pas si mal non plus avant. La conséquence de tout cela, c'est que le terme otaku a pris en Occident un sens très différent de celui qu'il avait au Japon. S'il est toujours perçu par certains comme péjoratif au dernier degré, il s'est répandu au sein de la communauté geek occidentale comme une traînée de poudre et a bien vite été adopté par une très large majorité. L'inconvénient étant qu'il est par conséquent devenu un cliché car détourné de son sens premier et que beaucoup s'imaginent encore aujourd'hui qu'il possède la même valeur au Japon. En Occident, otaku est désormais devenu définitivement synonyme de geek ou encore nerd. Alors qu'au Japon, on l'a vu, il couvre bien d'autres domaines. C'est d'ailleurs un peu paradoxal pour un terme qui se veut négatif, car de très nombreux Japonais sont des passionnés dans leur domaine. Une grande partie de la population pourrait par conséquent se considérer otaku. D'ailleurs, avec le temps, les choses ont évolué dans un sens plutôt inattendu, car la vision occidentale du terme a fini par influencer parfois la vision nippone. Autrement dit, notre définition a commencé à faire son petit bout de chemin dans l'archipel, et le côté péjoratif s'est légèrement estompé. Bon, par contre, il reste quand même quelques clichés attachés au terme otaku en Occident. L'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de tout catégoriser, classer, y compris mettre les gens dans des cases. Au début des années 2000, avec l'apparition de la débilosphère, certaines personnes se sont dit que la case otaku ne suffisait pas et qu'il fallait créer une catégorie supplémentaire. C'est ainsi qu'est apparu dans un premier temps le terme Wapanese, contraction de l'anglais White Japanese ou japonais blanc, qui s'est vite transformé en un autre néologisme sans la moindre étymologie, le weeboo. Apparu sous la plume du dessinateur américain Nicolas Gurevich, il a très vite été repris, transformé et amplifié, selon la méthode bien connue, par les trolls du célèbre forum poubelle 4chan, afin d'humilier les non-japonais passionnés par le pays du soleil levant. Sauf qu'à la base, le terme désigne uniquement les cas les plus extrêmes. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce ton et cette formulation particulièrement sarcastique à l'instant, histoire de dénoncer justement ce type d'exagération et ses raccourcis. Un weeboo se définit selon 3 grands critères. Premièrement, le fait d'utiliser des termes japonais à tout va dans la conversation, écrite ou parlée. Des mots simples, que beaucoup connaissent et qui forment très souvent les rares rudiments de langue nippone d'un Jean-Kévin de base qui ne cherchera jamais à aller plus loin. Généralement, on y retrouve le fameux trio kawaii, prononcé kawaii bien sûr, sugoi et naturellement baka. Ce à quoi on peut ajouter les suffixes japonais usuels accolés à des prénoms occidentaux. Pas vrai Jean-Kévin-kun ? Visiblement, ça s'arrange pas. Vient ensuite l'obsession à ne vouloir s'entourer que de Made in Japan dans tous les domaines. Cuisine, films, séries, animés bien sûr, mais aussi produits fabriqués au Japon, vêtements, etc. Un weeboo vit Japon, mange Japon, dort Japon, bref, ne jure que par tout ce qui vient du pays du soleil levant. Entre nous, bon courage quand même, parce que je rappelle que les weeboos ne vivent pas au Japon, justement. Alors, s'ils doivent tout importer de là-bas, des vêtements au mobilier en passant par la nourriture, ça doit pas être facile tous les jours. En cela, je trouve que d'un côté, ça force le respect et l'admiration. Non, c'est pas ironique. Enfin, last but not least, pour un weeboo évidemment, le Japon est le plus beau, le meilleur pays au monde, rien ne saurait entacher l'image paradisiaque que se fait le weeboo de cette nation. La moindre critique à l'encontre du pays du soleil levant sera immédiatement combattue avec la plus grande virulence. Japan über alles en quelque sorte donc. Oui, je pense qu'on doit vite atteindre le point Godwin avec ce genre d'individu. Bon, vous allez peut-être trouver que je suis assez sévère envers ces gens, alors que quelque part, on pourrait facilement me qualifier de weeboo, moi aussi. Donc je vous donne pas entièrement tort si vous pensez ça, mais rappelez-vous tout de même qu'un weeboo est une personne qui pousse tous ses aspects à l'extrême. Si, au contraire du mot otaku, le terme weeboo est un néologisme 100% occidental, il n'en est pas de même d'un autre phénomène, souvent confondu avec l'otakisme, et désigné par un terme apparu au Japon à la fin des années 90, les hikikomori.
Étymologiquement, ce mot vient des verbes hiku, qui signifie reculer, et komoru, qui peut être traduit par s'enfermer ou se cloîtrer. Un hikikomori est donc une personne qui se met en retrait pour échapper à un étouffement. Il désigne aujourd'hui des individus qui vivent totalement reclus, sans le moindre contact, ou presque, avec le reste de la société. Mais contrairement aux otaku, qui vivent une passion, parfois jusqu'à l'obsession, et qui peuvent avoir une vie sociale comme tout un chacun, pour les hikikomori, il s'agit d'une pathologie psychiatrique. De plus, cette situation n'est pas un choix au départ, elle est subie. En clair, on ne devient pas hikikomori par conviction ou parce que l'on décide un beau jour de s'enfermer pour se couper du monde, auquel cas c'est un autre phénomène qu'on appelle le diogénisme. Non, le hikikomori ressent qu'il n'a pas d'autre choix que de s'enfermer. Puis petit à petit, ce choix devient son mode de vie. Dans de nombreux cas, ces personnes deviennent hikikomori parce qu'elles se sont senties rejetées, d'une manière ou d'une autre, à la suite d'un harcèlement ou d'un décrochage scolaire, par exemple. C'est pourquoi le phénomène touche essentiellement les jeunes au moment de l'adolescence, mais se poursuit ensuite à l'âge adulte, car ils se sentent d'autant plus inadaptés à la société qui les entoure. On estime qu'il existe à ce jour près d'1 million de hikikomori au Japon, et ce n'est pas le seul pays touché car on en trouve désormais un peu partout dans le monde. En France, on pense qu'il n'y a pas moins de 400 000 personnes dans ce cas. On pourrait penser que la différence avec les otaku est tout de même assez nette, et c'est vrai. Mais si les hikikomori sont souvent confondus avec les otaku, c'est notamment à cause de cette image de geek qui colle à la peau de ces derniers en Occident. En effet, le fait de vivre reclus pousse la plupart des hikikomori à développer une grande appétence pour le virtuel et Internet. Ils se réfugient souvent dans les jeux vidéo qui leur permettent de tromper leur ennui et leur solitude. De là à faire l'amalgame, il n'y avait qu'un pas, malheureusement vite franchi par certains. Et pour conclure sur ce gros dossier otaku, je crois qu'on peut dire que chacun est libre de donner à ce mot la signification qu'il veut bien lui donner, qu'elle soit positive ou non. Pour ma part, alors ce n'est bien sûr que mon avis personnel, je fais partie de ceux qui ont commencé par se revendiquer comme tels à la fin des années 90. Non sans une certaine fierté, je l'avoue. Et à la lumière de tout ce que j'ai pu découvrir ou redécouvrir durant mes recherches sur le sujet, je me dis que si être otaku, c'est avant tout être un passionné, alors oui, je garde en moi un côté otaku, c'est indéniable. Une fois n'est pas coutume, alors je voudrais citer au moins une source sur laquelle je me suis beaucoup appuyé pour écrire cette vidéo. En l'occurrence, il s'agit d'un article très complet de Sophie Dast, docteur en esthétique, sciences et technologies des arts à l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo, plus longue que d'habitude, et je m'en excuse, vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à mettre un petit pouce d'encouragement pour me motiver à continuer. Si mon travail vous plaît, vous pouvez également me le dire en commentaire et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, c'est le plus important, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo et les autres, bien sûr, le plus possible autour de vous. C'est vital pour aider la chaîne à démarrer pour de bon. Je compte sur vous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Matane! Reprenons depuis le début. D'accord.